suis dermatologue. J'ai un parcours un peu particulier parce qu'en fait, je me suis intéressé au laser il y a une trentaine d'années, car je m'intéressais beaucoup en fait au traitement des angiomes plans, les traitements vasculaires en général. Mon premier laser était un laser à colorant pulsé, à l'époque avec des petits impacts de 3 mm. On était très heureux car c'était le début du traitement des angiomes, en particulier chez nouveau-nés. Et puis en fait, je ne pensais pas faire que ça, mais finalement les techniques laser, on l'a vu, se sont multipliées. Les lasers vasculaires, les indications des lasers vasculaires sont devenues très nombreuses. D'autres lasers sont apparus, les lasers Q-Swiss, l'épilation et bien d'autres. En fait, je me suis rendu compte que les patients qu'on m'adressait étaient presque toujours pour des indications de laser. Donc avec le temps, je me suis rendu compte que je ne pratiquais quasiment plus que du laser. Donc les choses ont continué comme ça pendant pas mal de temps. J'avoue que j'aime bien faire la formation des médecins. Je pense avoir aidé à la formation de nombreux médecins, dermatologues, médecins esthétiques, plasticiens. On a contribué avec d'autres médecins. Nous avons créé le groupe laser de la Société française de dermatologie qui vise à assurer une formation et une éthique également dans la pratique des actes laser. Et puis il y a eu un tournant quand, il y a une dizaine d'années, au lieu de travailler entre guillemets seul avec mon associé Virginie Fayard, eh bien, j'ai créé un centre laser dont le but est d'une part de rassembler des compétences humaines, je dirais, puisqu'on est nombreux, chacun ayant ses spécialités, à travailler ici, dermatologue, plasticien, phlébologue, médecin esthétique. Et puis bien sûr, on a complété le plateau technique avec aujourd'hui plus d'une vingtaine d'appareils, en essayant toujours, autant que possible, si on ne se trompe pas, de prendre ce qui se fait de mieux, si je peux dire, sur le plan technologique, c'est-à-dire les appareils les plus performants et les mieux validés par des études cliniques en particulier. Il faut quand même préciser que vraiment le pivot de mes activités reste les lasers vasculaires, qui restent entre guillemets ma passion, que ce soit pour les angiomes, les traitements d'érythrose, de couperose, de radiodermite, et donc je crois qu'on va pouvoir en discuter. Depuis une trentaine d'années, on a vu toute une génération de lasers à colorant pulsé, avec à chaque fois de nouveaux progrès plus ou moins importants. Candela a apporté beaucoup de choses. D'abord, ce sont les inventeurs initiaux du colorant pulsé, des cryo-anesthésiques les plus performants, le Dynamic Cooling Device, qui était un réel progrès pour le confort, mais aussi même l'efficacité en permettant d'augmenter les énergies. Et donc maintenant est apparu, il y a environ 2 ans, la dernière édition, si je peux dire, donc le V-Beam Prima. Alors, le V-Beam Prima a certaines caractéristiques. La première, c'est qu'il offre en fait 2 longueurs d'onde. Dans certains cas, on a quand même besoin, quand on fait du vasculaire, en particulier au niveau des jambes, d'un laser Nd:YAG. On verra qu'à mon avis, ces indications légitimes sont assez limitées, mais elles sont certaines. Donc nous avons là 2 lasers, en fait, 2 longueurs d'onde, 1064 pour le Nd:YAG, 595 pour le colorant pulsé, puisque on sait maintenant que la meilleure longueur d'onde en vasculaire est celle-ci, car c'est celle qui pénètre le plus profondément et également qui respecte le mieux le phototype, car on verra quand on parlera du KTP, par exemple, qu'on peut avoir des interactions néfastes avec la mélanine qui sont beaucoup plus nettes avec le KTP qu'avec le colorant pulsé. Et on va voir donc qu'il y a également bien d'autres avancées, comme des durées d'impulsion réglables, c'était déjà le cas du modèle précédent, longues si on veut éviter le purpura, courtes, 1,5 millisecondes par exemple, si on veut provoquer du purpura. Et on verra que le purpura a encore sa place en matière de traitement des lésions vasculaires, en particulier dans les érythroses, où à mon avis, si on évite le purpura, on prend de grands risques d'échec thérapeutique. Et puis, toute une série de nouveautés qu'on va voir qui rendent cet appareil beaucoup plus ergonomique, beaucoup plus pratique, la calibration qui n'est plus à refaire à chaque changement de paramètres, ce qui fait gagner beaucoup de temps. Ce qui est intéressant pour le patient quand on a essuyé une crème anesthésique, où il ne faut pas perdre de temps, des impacts plus grands et parfaitement homogènes dans leur délivrance, ce qui est un point important quand on veut réaliser un traitement où on évitera l'arésie, qui est un problème qu'on a parfois avec les lasers quand ils sont très efficaces, mais c'est un problème quand même. Bref, toute une série de petits progrès, mais qui, mis bout à bout, font qu'il y a une réelle amélioration par rapport au modèle précédent. Alors, donc voici le V-Beam Prima, un écran de contrôle, une pièce à main un peu particulière comme on va le voir. Premièrement, on l'a vu, c'est un laser qui a 2 longueurs d'onde, 595 nanomètres d'une part, et également donc un Nd:YAG, c'est-à-dire 1064 nanomètres. Vous voyez que pour passer de l'un à l'autre, il suffit en fait d'appuyer sur cette touche et
automatiquement nous changeons de longueur d'onde. La durée d'impulsion, qui est vraiment le facteur fondamental quand on choisit les paramètres de traitement devant un patient. Nous avons les durées d'impulsion qui s'affichent ici. Donc, on peut choisir 1,5 millisecondes par exemple. On peut éventuellement faire très court, 0,45, mais plutôt 1,5, 3 millisecondes. Et on peut monter à 20 millisecondes. On prendra plutôt des durées d'impulsion très courtes de 1,5 quand on veut faire du purpura. A l'inverse, si on ne veut pas faire de purpura, eh bien, on va choisir des durées d'impulsion plus longues, par exemple 20 millisecondes ou plutôt 10 millisecondes. Donc on peut choisir ou comme ça, ou comme ceci, au choix. Ça, c'est le paramètre de traitement le plus important. Troisième chose, on a la fréquence de tir. On peut faire un tir par seconde, on choisit ici. On peut, si on veut, monter à 1,5 tirs par seconde, en dehors bien sûr du réglage de l'affluence. Alors en fait, je dirais l'affluence maintenant, qu'on règle toujours en dernier, en fonction non pas de la fréquence de tir, mais en fonction surtout de la durée d'impulsion et de la taille d'impact. Alors, avec ce laser, ce qui est très simple, c'est que pour changer de taille d'impact, on a une petite molette ici, et il suffit, vous voyez, de faire tourner la molette, et la taille change. Ici, on a 5 mm. Là, nous sommes à 7 mm, ce qui est assez fréquent. Et si on veut, on peut par exemple monter à 10 mm. On peut même, si on le souhaite, travailler jusqu'à 12 mm de diamètre. Rappelons que des impacts de 10 mm sont en réalité 2 fois plus gros en surface que des impacts de 7 mm. Et ce qu'on remarque avec cet appareil, c'est que le tir est très homogène dedans, alors que dans certains appareils, parfois, la puissance est plus forte au centre de l'impact et plus faible autour, ce qui crée de la résille. Là, vraiment, c'est une grosse différence avec le modèle précédent. C'est cette homogénéité de l'impact qui permet d'éviter au maximum l'aspect de résille qui est parfois très gênant. On a, si on le souhaite, également un embout qui est particulier, car il est plus petit. En fait, il fait 10 mm de longueur, 3 mm de large seulement, et on peut l'utiliser par exemple pour des téléangiectasies linéaires où on va traiter la longueur du vaisseau sans avoir besoin de traiter toute la superficie autour. Donc ça, c'est assez pratique. Enfin, il y a d'autres avantages. Il y en a un qui me semble très intéressant en pratique, c'est le fait que pour calibrer, ça soit devenu très simple. Auparavant, chaque fois qu'on changeait de paramètre, il fallait recalibrer. Et c'est parfois pénible quand on est devant un patient où on a mis la crème anesthésique, on va aller vite pour pas qu'elle perde de l'effet, et on perd du temps à recalibrer. Et bien là, on calibre l'appareil quand on l'allume une fois, et ensuite, on n'est pas obligé. Je peux par exemple passer directement, modifier les paramètres ici, et m'en servir sans avoir besoin de recalibrer. Et si je change d'avis, que je décide de rebaisser un peu l'affluence, je repasse et je n'ai pas besoin de calibrer. Et ça, c'est un bénéfice réellement très important avec ce laser. Donc, je répète, vraiment par rapport au modèle précédent, beaucoup d'avantages. La calibration simplifiée, une pièce à main qui est assez légère également. Les 2 longueurs d'onde, plutôt qu'une, c'est quand même pratique quand on veut NDIAC, ça évite d'acheter 2 lasers. Des impacts très gros, mais surtout franchement homogènes, ce qui change beaucoup avec le modèle précédent, car là, on peut utiliser de façon réaliste, vraiment au quotidien, utiliser la pièce à main de 10 mm, ce qui n'était pas toujours le cas avec le modèle précédent. Enfin, le cryo-anesthésique, simplement se règle ici. Vous le réglez la durée d'impulsion, le délai après lequel le tir laser va venir. Et ça, en fait, réglez toujours sur 30-20 et vous n'avez pas besoin de le modifier pendant le traitement. Alors, les indications du V-Beam Prima et donc du laser à colorant pulsé sont en fait extrêmement nombreuses. Je dirais que c'est presque un problème parce que maintenant certaines sont discutées et sont discutables. Néanmoins, certaines indications sont vraiment fondamentales à connaître et d'autres, on sera un peu plus prudent. Alors bien sûr, l'indication royale qui a fait vraiment la reconnaissance de ce type de laser, c'est le traitement des angiomes plans chez l'adulte, chez l'enfant et également chez le nouveau-né. Je rappelle que seul le laser à colorant pulsé est autorisé dans le traitement des angiomes plans chez les enfants. Il faut éviter les autres lasers.
du fait de risques cicatriciels et d'absence de preuves, d'ailleurs également par des études cliniques de leur rapport bénéfice-risque satisfaisant. Pour les adultes, bien sûr, on peut employer éventuellement d'autres lasers, mais vraiment, là, je pense que c'est le plus intéressant. À côté des angiomes plans, bien sûr, la grande indication en termes de fréquence, c'est tout ce qui est rosacée, érythrose, télangiectasie faciale. Là, c'est vraiment une grande avancée, en particulier en matière d'érythrose, où je pense que sans un laser de ce type-là, il est impossible d'envisager ce que j'appelle un excellent résultat, c'est-à-dire pas une amélioration, mais une amélioration de plus de 90% quand on traite une érythrose du visage ou une érythrose du cou, par exemple. D'autres indications sont passionnantes et ne doivent pas être négligées. L'une commence à être connue, elle a été validée, on a en particulier publié une grosse étude sur plus de 250 patientes, c'est le traitement des radiodermites chroniques, en particulier après cancer du sein. Il faut savoir que c'est loin d'être banal pour 2 raisons. D'abord, on en voit de plus en plus, et c'est une bonne nouvelle, car si on voit de plus en plus de radiodermites chroniques, c'est parce que les progrès dans le pronostic du cancer du sein, grâce aux nouveaux traitements, font que les femmes survivent longtemps après des cancers. Ce n'est plus rare maintenant, heureusement. Or, les radiodermites surviennent 5 à 10 ans après, en général. Ce qui explique qu'autrefois, quand malheureusement le pronostic était mauvais, on en voit beaucoup moins. Et ces radiodermites, c'est très important pour les femmes, parce qu'on parle du droit à l'oubli. Et comment dire à une femme d'oublier son cancer du sein qui est guéri depuis 5 ou 6 ans, quand tous les matins, elle voit par exemple un placard télangiectasique situé en plein milieu de la poitrine ou sur le sein. Or, les radiodermites sont vraiment parfaitement traités avec une parfaite tolérance par le laser à colorant pulsé. Puis il y a d'autres indications passionnantes. Les cicatrices érythémateuses, les cicatrices hypertrophiques peuvent bénéficier, et souvent en premier, du laser à colorant pulsé. Je dis en premier parce qu'évidemment après, il faudra associer d'autres techniques comme les lasers fractionnés. Les cicatrices kéloïdes, certains l'utilisent. À titre personnel, je suis très circonspect. Personnellement, je n'utilise pas de laser à colorant pulsé dans les cicatrices kéloïdes, sauf éventuellement quand elles ont déjà été traitées par des injections de corticoïdes, qui est le traitement de base, et qu'il reste simplement quelques télangiectasies séquelaires. D'autres indications sont plus discutables. On a vu que ça pouvait avoir sa place dans les maladies systémiques. On a des cas de sarcoïdose du visage, non évolutif bien sûr, de lupus érythémateux systémique, non évolutif. Toutes les télangiectasies faciales, qui sont souvent assez marquées chez les patients souffrant de sclérodermie systémique, peuvent bénéficier de ce type de traitement qui est à la fois très efficace, mais également qui a fait la preuve d'une très bonne sécurité. D'autres indications sont beaucoup plus discutables. Elles sont très nombreuses, que ce soit le granulome de Lever, etc. Enfin, une dernière que je citerai, c'est le psoriasis. Ce n'est pas du tout un traitement de première intention du psoriasis, mais il faut quand même savoir que chez un patient qui présente ce qu'on appelle des bastions, c'est-à-dire des lésions des coudes et des genoux, qui résistent à tout, qui sont encore présentes même quand le patient n'a plus rien grâce à d'autres traitements, eh bien, on a aujourd'hui réellement validé cette indication comme potentielle, même si elle est difficile à proposer, parce que c'est au sein d'une multitude d'autres traitements, et ça ne doit surtout pas, bien sûr, retarder les autres traitements et tous les progrès qu'on a fait depuis des années dans le traitement du psoriasis. Enfin, les maladies de type varicosité, c'est-à-dire des grosses télangiectasies, les varicosités peuvent être traitées quand elles ne sont pas très dilatées par des durées d'impulsion longues, mais c'est vrai que là, on aura besoin d'un laser de type Nd:YAG qui trouve vraiment sa place, en particulier au niveau des jambes, alors que tout de suite, je voudrais rappeler qu'au niveau du visage, son emploi est très difficile, car il faut être parfaitement ciblé sur les télangiectasies, et que si on déborde, on s'expose à un risque de cicatrice de type varicelle, donc très marqué, et on a vu une multitude de cas récemment, et je crois que vraiment, il faut rester sur des longueurs d'onde courtes, comme le laser à colorant pulsé, voire le KTP, si on veut traiter des télangiectasies faciales. Par contre, en phlébologie, c'est sûr qu'un laser Nd:YAG est indiscutable. Au centre, nous avons 2 lasers. Un laser à colorant pulsé, le Vebim Prima, et nous avons un laser KTP, et pour être franc, on a choisi un modèle qui a la réputation d'être ce qui se fait actuellement de mieux en matière de laser KTP. Très clairement, ce sont 2 bons appareils. Maintenant, je ferai quelques observations, d'une façon générale. Premièrement, au niveau des lasers KTP, il y a une très grande diversité de lasers KTP, et vraiment, je mets en garde les médecins qui achètent des lasers KTP avec des petits impacts de 1, 2, 3 mm. Franchement,
avec des impacts de cette taille-là, il ne faut pas rêver, on ne va pas traiter une érythrose, on ne va pas traiter un angiome. Maintenant, si c'est pour traiter des télangiectasies faciales isolées, pourquoi pas. Si on compare maintenant avec l'appareil qu'on a au centre, qui est vraiment de bonne qualité, je ferai quelques observations. Le laser KTP a une longueur d'onde de 532 nanomètres, qui est nettement plus absorbée par la mélanine que celle du laser à colorant pulsé, qui est de 595 nanomètres. Il y a une interaction mélanine-laser qui est beaucoup plus forte. On se rend parfaitement compte quand on traite des phototypes plus élevés qu'un phototype 1 ou 2. Dès qu'on traite des phototypes 3 et 4, qui sont quand même très fréquents, on a réellement un risque d'interaction négative, c'est vraiment pratique, des réactions fortes avec une grosse inflammation qui vont être la source d'hyperpigmentation, mais au pire des réactions encore plus fortes, croûteuses, avec un risque d'achromie, et on a quand même vu des cas d'achromie après des lasers KTP. Ce risque, si on fait attention avec un colorant pulsé, je crois qu'on peut dire qu'il est quasiment nul. En ce qui me concerne, en 30 ans de colorant pulsé, je n'ai pas encore eu un cas de réelle cicatrice avec ce laser, quel que soit le phototype que j'ai pu traiter. D'autre part, la pénétration en profondeur du laser KTP, c'est physique, on le sait, elle est beaucoup moins profonde, beaucoup moins importante que celle d'un colorant pulsé. C'est d'ailleurs pour ça que les premiers colorants pulsés avaient une longueur d'onde légèrement plus courte et qu'il était décidé de l'augmenter un peu de 585 nanomètres à 595, car on s'est rendu compte que ça allait plus profondément. Si on ne peut pas atteindre une cible, on ne peut pas prétendre la traiter. Et c'est aussi plus profond dans la lumière du vaisseau, car on s'est rendu compte également que si c'était trop absorbé, eh bien en fait, toute la surface du vaisseau qui atteint en premier, donc la partie la plus superficielle, va être traitée, mais pas en dessous, et on est moins efficace. Donc je crois déjà que sur des simples critères de physique, on est plus efficace à la longueur d'onde 595 comparé à l'autre. D'autre part, si on compare les deux lasers, je vois que les impacts sont quand même beaucoup plus gros, sont plus rapides, sont très homogènes, et le système de refroidissement du colorant pulsé est, si on le souhaite, ce qu'on appelle le Dynamic Cooling Device, qui est à mon avis le plus performant, surtout le plus fiable, parce qu'il est parfaitement répété. C'est-à-dire que quand on choisit une durée de spray de 30 millièmes de seconde, il sera toujours de 30 millièmes de seconde. Quand on fait qu'un cristal, par exemple, une fois on refroidit beaucoup, une fois on refroidit moins. Si on refroidit un peu moins, on s'expose à un risque de brûlure. Donc je crois que cette fiabilité, grâce à la reproductibilité des impacts, est très importante. On peut faire un sondage au centre. On a une trentaine de médecins qui travaillent au centre, certains très spécialisés en vasculaire, d'autres un peu moins spécialisés, qui traitent beaucoup de couperose. On leur propose les deux appareils. Je suis obligé de dire qu'aujourd'hui, sur cette trentaine de médecins, c'est vrai qu'un médecin, depuis le début d'ailleurs, préfère le laser KTP. Deux médecins utilisent plus ou moins l'un, plus ou moins l'autre, j'ai envie de dire un peu suivant l'humeur du jour. Dès qu'un phototype est foncé, par contre, il passe en colorant pulsé. Mais tous les autres médecins du centre, j'ai fait ce sondage récemment, je me rends compte aujourd'hui qu'ils n'utilisent plus que le V-Beam Prima. Donc, je pense que ça a une valeur. Je répète, ce sont deux bons lasers, mais il y a quand même peut-être des différences positives en faveur de l'un plus que par rapport à l'autre. Je pense que pour choisir son laser, il faut d'abord savoir ce qu'on veut faire. C'est-à-dire, est-ce qu'on aura une grosse clientèle? Est-ce qu'on verra beaucoup de patients ou est-ce qu'on en verra quelques-uns? Est-ce que c'est pour compléter une activité en cabinet où on faisait déjà l'électrocoagulation éventuellement? Ou est-ce que c'est pour vraiment traiter un nombre important de patients qui ont des couperoses, des érythroses, des radiodermites et également des angiomes plans? Si vraiment on veut traiter des angiomes plans, la discussion est très simple, colorant pulsé. Je crois que tout le monde aujourd'hui quand même est unanime pour dire que c'est la référence. Si on veut traiter pas mal de patients, je pense qu'il faut prendre le meilleur appareil. Bon, il faut le dire aussi, ces appareils sont plus onéreux, mais si on a un certain nombre de patients, on peut se le permettre. Il ne faut pas oublier que ce qui coûte cher, c'est l'échec. Quand on traite des patients qui n'ont pas de résultat, on perd vite sa réputation. Et en particulier, c'est vrai pour les médecins qui font peu de laser, parce qu'ils vont perdre leur réputation sur l'ensemble des traitements qu'ils proposent, alors que l'activité laser est parfois mineure pour eux. Et ça, c'est vraiment un point important. Je dis ça parce qu'il y a aujourd'hui certains appareils qu'on propose qui sont ce qu'on appelle parfois des petits lasers KTP. Sincèrement, je vais mettre en garde. On peut traiter quelques télangiectasies comme ça, mais vouloir traiter des grosses couperoses ou promettre des traitements positifs avec de bons résultats sur des érythroses diffuses, là, ça me paraît vraiment s'exposer au risque d'échec et donc d'en subir les conséquences. Dans ces cas-là, je pense qu'il faut prendre un appareil de bonne qualité, soit un très bon KTP, c'est un gros impact, etc., soit
un très bon colorant pulsé. Et je crois que j'ai fait comprendre que malgré tout, si c'est le cas, puisqu'on a beaucoup de patients, il vaut mieux aller au bout de la démarche logique et prendre vraiment ce qui se fait de mieux actuellement. Et je pense que vous m'avez compris. Alors, je reçois très souvent des appels de médecins qui me demandent des renseignements sur les lasers et quels paramètres il faut mettre. Ils ont un patient qui ne sait pas très bien. Parfois, ils hésitent pour savoir ce qu'il faut faire. La question souvent posée, c'est est-ce qu'il faut faire du purpura ou pas du purpura? Si on regarde bien une époque, les premiers lasers à colorant pulsé, c'est intéressant de rappeler qu'ils ne faisaient que du purpura. De 90 à 98, tous les patients que je traitais avaient du purpura parce que les durées d'impulsion proposées étaient exclusivement courtes et donc faisaient du purpura systématiquement. On ne pouvait pas traiter sans purpura. Quand je m'intéresse aux coupes roses, par exemple, j'ai réalisé qu'il s'est passé une chose, c'est que tous les patients que j'ai traités ont été défigurés pendant quelques jours, mais tous ont récupéré à 100% et tous ont eu un bon résultat. Très sincèrement, pendant toutes ces années de purpura exclusif, je n'ai pas connu d'échec de traitement. C'était quand même confortable. Et je rajouterais même, en souriant, que c'est amusant de voir que des patientes sont parfois choquées au début de leur purpura, inquiètes, mais celui-ci part évidemment, toujours, c'est du sang coagulé, il faut savoir le présenter, c'est-à-dire qu'ils sont comme des bleus. Rappelez qu'un bébé de 3 semaines qu'on va traiter, c'est toujours avec du purpura. Et puis quand 3 mois après, il y a un très bon résultat, eh ben, elle rigole du purpura et surtout elle s'en rappelle encore mieux et c'est peut-être la meilleure publicité si on veut développer son activité. Ceci dit, oui c'est évident, dans certains cas on peut éviter le purpura. Quand les vaisseaux ont un calibre assez marqué, c'est-à-dire qu'on voit les vaisseaux à l'œil nu, des téléangiectasies fines par exemple, on peut être aussi efficace en évitant le purpura. Et dans ce cas-là, c'est quand même plus simple, même s'il y a quand même de l'œdème. Donc il ne faut pas dire aux patients, d'un côté il y a le purpura qui vous défigure, de l'autre côté je vous traite sans marque. Ce n'est pas si simple que ça. L'œdème n'est pas très bien vécu, mais il est quand même, bien sûr, il part plus vite que le purpura. Mais quand on traite des érythroses diffuses, c'est-à-dire des champs de vaisseaux très fins, si on veut éviter le purpura, on a une forte probabilité non seulement de multiplier les séances, ce que le patient n'aime pas toujours quand il faut payer, ce qui est généralement le cas, mais également on s'expose à des échecs. Et quand le patient a déjà fait 3, 4, 5 séances sans purpura et qu'il n'a toujours pas de résultat, et qu'on lui dit bon maintenant il faut peut-être passer au purpura, il se dit j'aurais peut-être dû commencer par ça. Donc je répète, les angiomes plans, les érythroses diffuses, éviter le purpura est pour moi un non-sens. Au niveau du cou par exemple, pourquoi l'éviter alors qu'il suffit de mettre un foulard pour le masquer? Maintenant sur des téléangiectasies plus visibles, donc des coupes roses téléangiectasiques, des varicosités fines, etc. On peut largement éviter le purpura, d'où l'intérêt d'avoir un laser comme le Prima qui permet d'avoir ce choix des 2 durées d'impulsion, purpura ou pas purpura. Par contre, je rappelle que pour les radiodermites, toutes les études ont montré que la tolérance était bien meilleure, était parfaite même, et que l'efficacité était bien meilleure quand on faisait du purpura. Et je le rappelle une dernière fois, c'est également le cas des angiomes plans. Donc, érythrose, angiomes plans, radiodermite, purpura. Dans les autres cas, évidemment qu'on peut travailler sans purpura. Et puis un dernier point, parce qu'on insiste toujours sur les marques du purpura. Je l'ai dit, on est défiguré quelques jours. Mais il faut expliquer aux patients que c'est une gêne importante, sociale, pendant quelques jours. Actuellement, avec les masques, ça passe plus facilement, on en profite. Mais il y a un point essentiel qui doit rassurer. Quand on fait du purpura, c'est qu'on renonce à l'effet thermique. On minimise l'effet thermique. C'est-à-dire que la tolérance en réalité est bien meilleure avec du purpura. Quand on veut éviter le purpura, on prend des durées d'impulsion plus longues, l'effet thermique est plus important et c'est pour ça qu'il ne faut pas mettre des fluences trop élevées parce que si on augmente de façon inconsidérée les fluences, on va avoir un effet thermique trop important. Or, un effet thermique trop important, c'est ce qu'on appelle une brûlure. Et ça, il faut vraiment le garder à l'esprit. Le purpura doit inquiéter le patient au début, mais il va le rassurer quand il va voir et les résultats et qu'il a réalisé qu'en fait, c'était pour éviter toute prise de risque.